Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette info de ce dimanche 18 octobre 2020. Ce soir, nous allons parler de politique, beaucoup de politique, politique nationale, mais aussi politique internationale avec la situation en Côte d'Ivoire notamment. Nous allons parler aussi de la commémoration de l'anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara, le 33e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara. Nous allons parler de tous ces sujets et nous allons revenir sur cet entretien que le chef de l'État a accordé à nos confrères de France 24 et de RFI, un entretien que nous allons disséquer avec, bien sûr, l'analyse, le commentaire et puis les critiques de nos consultants autour de cette table. Alors, c'est parti pour cette info. Tout de suite, retour sur Actu. Je vous le disais tout à l'heure, nous allons parler tout de suite de cet entretien que le chef de l'État a accordé à nos confrères de France 24 et de RFI. Un entretien de 17-18 minutes environ. Il est revenu sur la situation politique, la situation sécuritaire. Nous allons disséquer cet entretien et les réponses du chef de l'État autour de cette table. Nous avons Siaka Coulibaly, qui est notre analyste politique, que vous connaissez très bien. Siaka Coulibaly, bonsoir. Bonsoir. Et puis, à ma droite, Lionel Bilgo. Bonsoir, Lionel. Bonsoir. C'est la grande forme? La grande forme, oui. Voilà. Merci. D'accord, merci. Vous avez suivi cet entretien. Tout le monde l'a suivi parce que tous les Burkinabés sont concentrés quand le chef de l'État prend la parole. Dans l'ensemble et en général, comment vous avez trouvé la prestation du président du Faso, Lionel Bilgo? Bon, c'est un exercice dont il a l'habitude. Ce n'est pas sa première fois de se faire questionné par des journalistes. Et donc, bon, moi, j'ai trouvé cet entretien vraiment un peu dérangeant dans la manière où, en fait, le chef de l'État donne des informations assez clés quand même qui vont impacter la vie sociopolitique. On a vu aujourd'hui le chef de file de l'opposition et les acteurs politiques réagir à cet entretien et que ce soit RFI ou France 24, une presse étrangère qui viennent justement avoir la responsabilité de tirer les verres du nez, si je peux m'exprimer ainsi, au chef de l'État, à l'approche quand même à quelques jours des élections présidentielles, ça me perturbe un peu. On va revenir sur la question tout à l'heure. Siaka Coulibaly, le chef de l'État, vous l'avez trouvé convaincant sur les questions d'ordre politique, sécuritaire, réconciliation nationale. Comment vous avez trouvé sa prestation dans l'ensemble? J'ai perçu cet entretien comme une sorte de réquisitoire auquel l'accusé devait trouver des réponses pour convaincre le jury. Et il a essayé de s'en sortir du mieux qu'il pouvait, étant donné que la plupart des questions étaient très sensibles, liées à la sécurité, liées aux élections, aux résultats des élections. Tout à fait. Donc, je crois que bon, dans l'ensemble, ça s'est tenu. Ça s'est tenu dans l'ensemble, c'est ce que vous croyez. On va revenir dans les détails. Bien, Lionel Bilgo soulevait tout à l'heure la question du format, c'est-à-dire que le chef de l'État accorde cet entretien où il a donné des réponses, somme toute, très importantes qui concernent la vie de la nation, qu'il accorde cet entretien-là à des journalistes étrangers. Vous croyez qu'il y a quelque chose qui gêne à ce niveau? Oui, moi, c'est en fait le rapport psychologique par rapport à nos populations même. Vous voyez, aujourd'hui, France 24 et les presses étrangères sont vues comme des presses en fait, qui assènent des vérités absolues ou des vérités bibliques. Donc, à chaque fois que l'on veut vérifier une information, à chaque fois que l'on veut avoir une certaine crédibilité par rapport à une information, on va se référer à ces chefs étrangers, à ces chaînes étrangères-là. Alors que nos journalistes et nos médias font un travail extraordinaire, c'est à nos dirigeants, à nos chefs d'État, et ce n'est pas le cas du Burkina seulement, c'est bien le cas de bon nombre de pays. On a vu Alpha Condé en Guinée, on a vu Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire et bien d'autres chefs d'État, de se recentrer un peu sur les médias locaux, de sorte que ces presses étrangères-là puissent aussi prendre l'information à partir de nos médias. C'est très important. Et donc, par exemple, ce que Guillaume Soro a fait avec votre chaîne de télévision BF1 ici, c'était quand même assez extraordinaire. On a vu que le lendemain, ces médias étrangers-là ont repris quand même le contenu de l'entretien qui a eu lieu avec Guillaume Soro ici. Donc, surtout à l'approche des élections, j'espère que le chef d'État va accorder un temps d'échange avec les médias locaux. Ouais, pour nuancer un peu peut-être la situation, il faut dire que je ne me fais pas l'avocat du chef de l'État, bien au contraire, mais le président du Faso régulièrement accorde des entretiens chaque année à la presse nationale. Mais vous le dites, cette fois-ci, il a abordé des questions très importantes. Ça pose toujours le même débat. Siaka Coulibaly, est-ce que vous pensez que ce débat il doit avoir lieu?
Alors, si on considère que les grandes informations ou les sujets les plus importants sont traités avec les médias internationaux, ça pose un problème. Est-ce que les chefs d'État, puisqu'il s'agit de la plupart d'entre eux, réservent les questions importantes lorsqu'ils ont affaire aux médias internationaux, ou est-ce qu'au contraire, ce sont nos journalistes qui n'arrivent pas du tout à toucher du doigt les grandes questions? Donc, comme c'est un phénomène récurrent, on est obligé de se poser la question aujourd'hui. Est-ce que nos journalistes ont la capacité de demander au chef de l'État des choses comme celles que les deux lui ont demandé le vendredi dernier? Pour aller dans votre sens, on peut prendre l'exemple de la question Peul qui a été abordée mais Voilà. de manière très directe par les journalistes de France 24 et des RFI. Je me suis posé la question en regardant est-ce que Quel journaliste burkinabé, un journaliste burkinabé aurait poser la question au chef de l'État, poser cette question au chef de l'État sous cette forme sans se faire en griffe peut-être prendre en grippe par certaines organisations de la société civile ou certains burkinabés disant que c'est des sujets peut-être trop délicats et tout ça. Mais cela pose vraiment ce débat. Chaque année, il revient entre nos chefs d'État et les médias internationaux. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on sache ce qu'on veut. Ces mêmes médias ont peint, il y a quelques mois, le drapeau burkinabé tout en rouge. Ça a soulevé beaucoup de protestations au sein même de la classe politique, des dirigeants et des burkinabés. Et quand on veut s'adresser aux burkinabés, en premier, c'est à ces médias qu'on s'adresse encore. À un moment donné, il va bien falloir qu'on sache ce qu'on veut. Moi, je vois mal Emmanuel Macron, le président français, accorder des interviews à la presse burkinabé ou à la presse ivoirienne pour parler aujourd'hui de la question de la riposte contre le Covid-19 en France ou encore des élections à venir, de sa possible réélection ou pas, ou des questions qui concernent l'État français. Donc c'est très difficile. Donc, moi, je parle en fait de la réciprocité et de l'égalité des médias, d'autant plus que les journalistes burkinabés sont quand même très bien formés et font un travail extraordinaire. Je pense qu'un journaliste aurait pu poser cette question-là au chef de l'État sans complaisance aucune. Il faut travailler justement à assainir et à rendre plus indépendants encore nos journalistes, plus libres dans leur manière de poser les questions, d'aller chercher les réponses pour les Burkinabés, parce qu'il y va de la quiétude sociale. Voilà, cela pose la question de l'importance et de la crédibilité que nos dirigeants accordent aux journalistes nationaux, aux burkinabés, parce que là, ça revient à chaque fois, cela revient, on débat, on donne des arguments, mais cela ne change pas. Il faut préciser peut-être que le directeur de communication du palais de Kosiam, c'est un ancien journaliste, Romain-Auguste Bambara, il a travaillé à la RTB, donc il aurait pu négocier un entretien avec des journalistes nationaux. Mais on a l'impression que quand il s'agit d'affaires de réconciliation où il faut parler aux Burkinabés, on se rend compte que les journalistes nationaux sont importants. On les a vus prendre des risques pendant le coup d'État manqué. Mais après, quand il faut donner des entretiens, donner des informations importantes sur le pays, tout de suite, nos chefs d'État, nos dirigeants trouvent que France 24, RFI, BBC et j'en passe sont plus crédibles. Il va falloir tirer cette question au clair parce que, il faut le dire, comme vous le disiez, les journalistes burkinabés ne sont pas du tout parmi les derniers dans la sous-région. Bien au contraire, beaucoup ont remporté de très nombreux prix. Il va falloir qu'à un moment donné, nos chefs d'État, nos dirigeants, nos ministres apprennent aussi à faire confiance aux journalistes de leur pays. C'est comme ça aussi qu'on acquiert l'indépendance. Nous allons poursuivre et revenir en détail sur cet entretien. Nous allons commencer par la politique nationale, les questions électorales. Voilà ce que Rochma Christian Kaboré a répondu quand on lui a demandé est-ce qu'il serait prêt à s'incliner devant les résultats des urnes. Vous espérez passer dès le premier tour, comme en 2015, mais si vous êtes mis en ballottage, est-ce que vous accepterez le verdict des urnes? Je suis un démocrate et je peux être sûr que quelle que soit la situation, en ce qui me concerne en tant que candidat, j'accepterai les urnes telles qu'elles se présenteront. Je ne dis pas que je passerai au premier tour, tout dépend du peuple burkinabé. C'est le peuple qui vote, je respecte tous les autres candidats. Le résultat sera le 22 novembre au soir. Donc, soyons patients. Et je souhaite que tous les autres candidats aient la même attitude que moi, que nous acceptions tous le verdict des urnes. Vous en doutez? Je n'en doute pas. J'attends. Voilà. On peut remarquer le chef de l'État
qui revient sur la victoire au premier tour clamée par la majorité depuis que la pré-campagne a commencé. Ici, on voit que Roch-Marc Christian Kaboré apporte quand même une nuance. On sent une certaine forme d'humilité quand même qui ne fait pas de mal. Oui, non, sur cette question, il faut lui reconnaître quand même une grandeur d'esprit pour avoir eu d'abord la simplicité de se reconnaître lui-même candidat et donc de se déshabiller des attributs du pouvoir et de se reconnaître aussi, de reconnaître qu'il n'est pas forcément invincible parce que les élections, on ne connaît le résultat que lorsque les élections sont terminées. Et donc là, il donne une espèce de raclée, de mon point de vue quand même, à ces personnes de son parti qui clament haut et fort le coup KO. C'est-à-dire, il vient nuancer parce que c'est chrysogène cette question du coup KO et du non-coup KO. Et donc, lui également, il appelle les autres candidats à essayer de faire comme lui pour que le résultat des urnes soit respecté. Effectivement, quand il nuance sa possible victoire et qu'il remet justement cette question au peuple, le chef de l'État voudrait alors calmer les ardeurs de ses partisans. Moi, je vois ça comme une explication ou une manière de les rappeler à l'ordre, avoir beaucoup plus de modestie sur cette élection-là. Et donc, il demande aussi à l'opposition d'observer la même modestie, mais aussi la même vision d'esprit que lui sur la question des urnes à venir. Seka Coulibaly, est-ce qu'il s'agit ici de modestie ou est-ce que le chef de l'État est en train de douter de la capacité de la majorité de l'emporter au premier tour? Quel message il envoie et à ses adversaires et aussi aux militants de son parti? D'abord, pour surtout le président du parti MPP, qui est celui qui dit le plus que la victoire sera acquise au premier tour, il faut expliquer que c'est tout à fait normal qu'étant déjà au pouvoir, ils disent cela, parce que si le parti au pouvoir dit qu'il ne sera pas passera pas au premier tour, c'est automatiquement une défaite qu'ils veulent dire. Donc, s'ils sont dans la course de l'élection, bon, c'est normal que d'un point de vue de la communication, ils disent qu'ils vont passer au premier tour. Maintenant, effectivement, j'ai perçu dans la réponse du chef de l'État quand même une remise en cause de cette idée de premier tour, dans la mesure où, en 2015, ils n'étaient pas au pouvoir, rien n'indiquait qu'ils seraient élus, mais ils ont prôné le passage au premier tour, sans douter. Maintenant qu'ils sont au pouvoir, ils ont les leviers du pouvoir, et qu'ils ont la possibilité également de bénéficier de cette position de celui qui est déjà au pouvoir, parce qu'on a une opinion qui n'est pas tout à fait mûre d'un point de vue de la culture politique. Donc, c'était maintenant que le premier tour devait être plus évident de leur côté. Mais il tient ici à dire, oui, qu'il ne dit pas qu'il va passer au premier tour. Il aurait aussi pu utiliser des formules pour dire qu'ils ont réalisé des bons bilans. Ça, je crois qu'il a dit qu'il a un bilan positif et que l'alliance des forces qui le soutient est telle qu'il peut très bien se retrouver élu au premier tour, etc., etc. Mais cette humilité entre griffes, à mon avis, peut être interprétée aussi comme une reconnaissance que l'élection ne sera pas facile du tout. Oui, ça ne sera pas du tout facile parce que l'écosystème politique de 2015 n'est plus le même que celui de 2020. Pourquoi? Parce qu'en 2015, avec vigueur et force, le MPP clamait son coup KO et à juste titre parce que tout simplement il y avait une politique exclusiviste qui avait mis de côté un certain parti politique quand même qui avait une assise nationale beaucoup plus forte. Aujourd'hui, il n'y a plus cette règle-là. Tout le monde est candidat et les partis politiques ont les mains libres pour faire leur campagne, ce qui veut dire que l'électorat sera doublement partagé, voire triplement partagé pour cette année. Et donc, c'est difficile d'assurer un coup KO avec justement tout ce que le Burkina a pu connaître comme difficulté, comme douleur durant ces 5 années. Même si quelques actes douloureux ne sont pas forcément imputables et sont du fait des cas de force majeure, il n'en demeure pas moins que le MPP porte la responsabilité de cette douleur-là. Mais une déclaration de ce genre, quel impact cela pourrait avoir sur les militants de la majorité? Est-ce que le chef de l'État le dit juste pour essayer de booster son clan, sinon ses militants, à faire
davantage ne pas croire que la victoire est déjà acquise, ou est-ce qu'il le dit tout simplement parce que quelque part il a un peu peur? Non, c'est déjà ça en fait. C'est aussi quelque part, de mon point de vue en tout cas, une manière pour lui de déminer toute crise post-électorale sur la question de ce coup KO-là. Parce que tout simplement, le calcul politique est tel qu'aujourd'hui, aucun parti politique ne peut dire mathématiquement ce qui va arriver. Il n'y a aucune certitude mathématique sur les issues de cette élection-là. Ce qui veut dire que chaque parti politique va en renserrer à la conquête de l'électorat. Et donc, le chef d'État prend une posture, moi je pense, à nuancer les ardeurs de ses militants pour leur dire tout simplement, attention à ne pas proférer des paroles qui puissent entraîner une crise post-électorale. Vous parlez de nuancer les ardeurs. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière de dire à ces militants, attention, nous n'avons pas encore gagné. Si nous voulons l'emporter au premier tour, il faut que nous travaillions encore plus pour éviter qu'on tombe déjà dans un triomphalisme avant le résultat des élections. C'est bien ça, je pense. C'est pour dire à ses partisans, il faut redoubler d'efforts, il faut faire encore plus, parce que cette fois-ci, l'élection sera beaucoup plus ouverte par la présence des ténors de la scène politique et de l'opposition, qui ont d'ailleurs fait un pacte, et ce pacte-là va aussi avoir des effets sur les résultats des élections. Donc la chose se présente de façon plus compliquée qu'elle ne l'a été en 2015. C'est pour ça que lui, il dispose certainement de données d'analyse de la situation politique et électorale. C'est une façon aussi de s'adresser à ses partisans, pour leur dire qu'il faut redoubler d'efforts. La campagne va commencer dans quelques jours. C'est le moment donc d'affiner la stratégie électorale, d'aller dans des zones qui n'étaient pas acquises politiquement jusqu'à présent, ou dans les fiefs de ceux qui sont considérés comme les challengers, etc., etc. Donc c'est une manière effectivement de ramener tout le monde à la réalité, en se disant que bon, cette fois-ci, ce sera plus difficile que par le passé. En tout cas, comme Lionel disait, il faut saluer ces propos du chef de l'État qui viennent quelque part décrisper une situation qui amènerait les uns à dire qu'on va forcément gagner au premier tour et à laisser les électeurs faire leur choix. Au cours de cet entretien, il a été également question de sécurité. Vous le savez, il y a quelques jours, pour ne pas dire quelques semaines, Soumaïla Cissé a été libéré. En échange, plusieurs terroristes aussi ont été libérés. Ça s'est passé au Mali. On parle d'environ 200 terroristes qui ont été libérés. Parmi eux, le cerveau de l'attentat de Cappuccino et de l'hôtel Splendide. La question a été posée au chef de l'État. Comment est-ce qu'il analyse cet échange d'otages? Écoutez-le. Monsieur le Président, il y a une semaine, 4 otages ont été libérés au Mali, en échange de la libération de quelques 200 présumés djihadistes. Parmi eux figure le cerveau présumé d'attaques qui ont eu lieu en 2016 à Grand-Bassam en Côte d'Ivoire, mais ici même, à Ouagadougou, contre l'hôtel Splendide, le restaurant Cappuccino, on se souvient, une 30aine de morts. Quelle est votre réaction? Est-ce que ça vous révolte? Nous pouvons dire que la contrepartie a été payée cher. Mais en tout état de cause, comme c'est une négociation entre l'État malien et également, je dirais, le camp des preneurs d'otages, je ne pourrais pas vraiment, je dirais, donner un avis motivé sur cette question, sauf de dire simplement que nous devons continuer à assumer la lutte contre le terrorisme comme étant une priorité, aussi bien pour le Burkina Faso que pour tous les autres pays du G5 Sahel. Voilà, Lionel Bulgo, comment est-ce que vous analysez premièrement déjà la réponse du chef de l'État sur cette question? Bon, d'abord, il est sans langue de bois. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'il dit le fond de sa pensée, même si ça peut faire grincer des dents ci et là. Je me souviens, c'est la deuxième fois que j'entends le chef de l'État dire qu'il a découvert, il a appris cela comme tout le monde dans les médias. La première fois, c'était lorsque le président Emmanuel Macron convoquait les chefs d'État du G5 Sahel. Il disait lors de son interview qu'il avait découvert ça comme tout le monde. Cette fameuse réunion de Pau. Ouais, et là encore, il dit qu'il a découvert justement comme tout le monde la libération de ces otages-là. La diplomatie dans le monde est malade. Et la diplomatie burkinabé a aussi un peu perdu en virilité parce que comment se fait-il qu'on peut libérer autant d'otages?
et dont certains quand même sont impliqués dans des assassinats et des meurtres au Burkina Faso, sans qu'il y ait une concertation entre les États, au moins que l'on sache en fait à quoi s'en tenir au moment de la libération. D'autres puissances ont pris part justement aux négociations qui ont mené à cette libération, notamment la France. Et pourquoi le Burkina Faso n'a pas été associé? Pour juste être au courant et être informé et donner son avis, même si cet avis n'allait pas être suivi, mais au moins que l'on sache que ceux qui ont coulé le sang sur l'avenue Kwame Nkrumah allaient être libérés et donc on va les retrouver dans la nature, et donc c'est un acte qui peut être encore perpétré de nouveau ou à nouveau. Et quelles sont les garanties de protection de nos populations dans ce genre de libération-là? Vous notez quand même qu'il est un peu diplomate parce qu'il se réjouit d'abord de cette libération, parce que ce sont des êtres humains qui ont été libérés, notamment Soumaïla Cissé et puis Madame Pétronet, la Française. Mais quand on entend Siaka Koulibaly, les réponses du chef de l'État, tout de suite il y a une question qui revient. Quel est le rôle du G5 Sahel alors? Si dans ce groupement de pays qui se sont mis ensemble pour lutter contre le terrorisme, on n'est pas capable de collaborer sur une question importante comme celle de la libération d'otages, dont parmi eux il y a des cerveaux qui ont perpétré des attentats dans des pays membres du G5 Sahel, à quoi sert le G5 Sahel? Oui, c'est d'abord parce qu'au Mali, il y avait des nouvelles autorités, ce qui fait que les chefs d'État des pays voisins, si l'on se rappelle la façon dont les choses se sont déroulées et l'attitude que ces chefs d'État ont eue vis-à-vis du nouveau pouvoir de Bamako, on peut penser que la communication n'est certainement pas la chose la plus évidente entre eux. Donc c'est possible qu'ils aient été gênés, qu'il n'y ait pas eu les entregents nécessaires pour mettre les chefs d'État en contact, pour pouvoir prendre part à cette négociation. Ensuite, il y a aussi le fait que le chef de l'État ici manifeste quelque chose d'assez important en ce qui concerne cette affaire de terrorisme. Vous avez vu le journaliste de France 24 parler des présumés auteurs des attentats de Ouaga et de Bassam. Moi, je me suis demandé comment ils savent qu'il s'agit de ces gens-là. Au-delà de ça, est-ce que la justice burkinabé a entrepris des actions à l'encontre de ces gens-là, de sorte qu'elles peuvent avoir une position lorsqu'on les libère au Mali? Bon, s'il n'y a pas d'ouverture d'action de la part de la justice du Burkina ou de la Côte d'Ivoire, mais ça va être difficile pour eux de dire pourquoi on les libère. C'est un peu ça aussi la difficulté de la question. La preuve, c'est que la plupart du temps, on ne voit pas de procès dans les pays concernés sur le terrorisme. Au Burkina, on a près de 5000 personnes qui sont emprisonnées. Aucun procès pour le moment. Aucun procès, aucune procédure réelle. La plupart des fois, ils sont libérés comme ça, sans qu'on ne sache exactement de quoi ils sont en prison en attendant. Est-ce que ce sont vraiment les terroristes qui sont arrêtés? C'est de ça qu'on parle chaque fois. Ou est-ce que ce sont des gens qu'on a arrêtés pour tenir lieu des résultats de la lutte antiterroriste? Donc ça pose un vrai problème, si bien que le chef de l'État ne peut pas vous dire je ne suis pas content qu'on ait libéré ces gens, puisqu'il n'a pas la preuve que ce sont vraiment ceux-là qui ont agi. Peut-être la première question qu'on aurait dû poser, c'est de savoir est-ce que d'abord les autorités burkinabées savaient que ces gens s'étaient emprisonnés au Mali? Est-ce que les autorités burkinabées savaient que les présumés cerveaux de l'attentat du restaurant Cappuccino de l'hôtel Splendide étaient arrêtés et détenus au Mali? Est-ce qu'ils le savaient d'abord? C'est peut-être une question que les autorités burkinabées, s'ils nous entendent, doivent permettre aux populations d'en savoir plus, en tout cas sur cette question. Mais j'aimerais quand même noter que les conditions de la libération de ces otages-là, certes, l'opération finale est à mettre au crédit de la junte militaire, mais ils n'ont modifié aucune feuille de route. Depuis les négociations ont commencé sous Ibeka et rien n'a changé, ni le nombre, ni le montant, ni la transaction, ni la procédure. Ils n'ont fait qu'accompagner en fait l'action que Ibeka avait mis en place depuis qu'il était au pouvoir. Ce qui veut dire que ça a quand même laissé beaucoup de temps au G5 Sahel de communiquer entre eux pour qu'aujourd'hui, par exemple, on n'ait pas le président du Burkina Faso, on n'entende pas le président du Burkina Faso nous dire qu'il n'était pas du tout au courant d'une telle libération. Moi, franchement, mon avis, Dieu sait qu'il ne compte pas grand-chose, mais c'est que le G5 Sahel a été toujours, je l'ai toujours considéré comme un instrument
peut-être de gadgets, parce qu'on ne voit pas réellement son impact sur le terrain dans la lutte contre le terrorisme. C'est toujours des réunions à n'en point fini, il n'y a pas de résultats concrets, les attentats ne diminuent pas. Et dans ce cadre où quand même le minimum, ce serait que des pays du G5 Sahel puissent communiquer entre eux. Quand ça n'a pas lieu, on se demande qu'est-ce qu'on fait dans le G5 Sahel. La cause, M. Dapat, c'est que tant que les Africains n'inventent pas eux-mêmes les appareils pour lutter contre leurs propres problèmes, tant que ça sera fomenté et conçu par des consultants à 6 000 ou à 10 000 km de nos réalités, ça sera toujours comme ça. Les solutions, les problèmes aux Africains doivent trouver solution chez les Africains et par eux-mêmes. Il n'y a que comme ça qu'on va arriver à résoudre nos propres problèmes. Parce que la situation est quand même grave. Quand deux pays qui font frontière, qui sont confrontés au même phénomène, c'est-à-dire le terrorisme, que ces deux pays ne soient pas capables de communiquer quand même sur un certain nombre de dossiers aussi importants que la libération d'otages, ça veut dire qu'il y a problème quelque part. Oui, on nous pose toujours la question de savoir pourquoi, malgré le déploiement de temps et moyens, les résultats du terrorisme contre le terrorisme sont encore aussi limités. Et la réponse est que, et ça se donne aussi par les experts partout, que ce soit les militaires qui sont en exercice ou les experts de sécurité qui analysent les choses, c'est que l'essentiel relève des armées nationales et des autorités nationales, en fait. Et là, c'est visible parce que si, au moment où les terroristes, les 200 terroristes présumés qui ont été libérés, avaient été arrêtés, il y avait eu la coopération, ne serait-ce que du renseignement ou de la justice, c'est sûr que les justices des trois pays, par exemple, auraient été déjà sur la chose. C'est-à-dire que la justice burkinabé aurait ouvert des actions, des poursuites, demandes d'extradition, etc., etc. La justice ivoirienne aussi. Ça va être difficile pour les Maliens de libérer comme ça ces gens-là. Tout à fait. Puisqu'il n'y a pas eu du tout ça. C'est presque sur entre griffes que nos autorités n'étaient peut-être pas au courant même que ce sont ces personnes précisément qui étaient emprisonnées. Il faut donc si le G5 déploie des moyens, le G5 met de l'argent à disposition, tant que nos propres structures d'État ne vont pas être performantes, je pense que ça va être difficile de régler cette question du terrorisme. Oui, mais c'est le rôle aussi du G5 Sahel de coordonner toute cette collaboration. Mais le G5, quand vous voyez les organes, elles sont composées, les organes du G5 sont composés des représentants des États. Ce sont les chefs d'État-major, ce sont les ministres de la Défense, ce sont les directeurs de la sécurité, les ministres des Affaires étrangères. Les ministres des Affaires étrangères. Donc, si ces structures ne sont pas elles-mêmes performantes au niveau qu'on recherche, c'est clair que leur union ne change rien il faut laisser la performance. Il faut peut-être dissoudre cet instrument qui ne sert pratiquement à rien. Franchement, on n'a pas encore eu de résultat probant sur tous les plans de ce G5 Sahel depuis qu'il existe. Chaque année, quand on va à leur réunion, ils sont à la recherche de fonds. D'autant qu'on apprend dans les coulisses que les libérations ont été beaucoup facilitées par l'Algérie encore. Cela veut dire que le G5, dont l'Algérie ne fait pas partie, c'est presque une coquille vide. Bon, ça a eu de nous prouver le contraire, mais j'en doute très, 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 très fort. Il a été aussi question, dans ce contexte sécuritaire, au cours de cet entretien avec le chef de l'État et nos confrères de France 24 et de RFI, de la question Peul, je le disais tout à l'heure, qui a été abordée de front, sans faux fuyant, par les journalistes. La réponse du chef de l'État aussi a été claire. On les écoute. De votre côté, en janvier dernier, Monsieur le Président, vous avez fait voter une loi qui permet le recrutement de volontaires pour la défense de la patrie, ce qui ressemble à des milices d'autodéfense. Est-ce que ça n'aboutit pas à armer des civils anti-Peul? Est-ce que vous n'êtes peut-être pas tombé dans le piège ethnique que vous ont tendu ces djihadistes? Monsieur le Président, c'était à Nouakchott lors du dernier sommet du G5 Sahel en juin dernier quand Emmanuel Macron a dit « les Peuls ne sont l'ennemi de personne ». Est-ce qu'il ne pensait pas très fort au Burkina Faso? Pas du tout. Parce que je veux dire que les Peuls, comme je vous l'ai dit, ne sont pas les ennemis du Burkinabé. Vous pouvez aller dans tout ce pays, partout où vous avez des villages d'autres communautés, il y a toujours un chef de la communauté Peul dans ces villages. Nous avons une situation qui est née dans une zone, qui est la zone du Sahel, où communément on peut dire que la majorité des personnes qui y vivent sont des Peuls, mais on n'a aucunement une question
de stigmatisation des Peuls au niveau de Burkina Faso. Colonel Bilgo, la question était directe. Je crois que la réponse du chef de l'État aussi est claire. Oui, c'est clair qu'il n'y a pas. Le chef de l'État dit qu'il n'y a pas de stigmatisation de la communauté Peul, même si quand même il y a quelques exactions sur le territoire et que c'est une communauté qui souffre beaucoup, qui en paye le lourd tribut en fait de cette guerre contre l'insécurité. Ce qu'il faut dire, c'est que les Peuls sont des Burkinabés. Donc dire même que les Peuls ne sont pas contre les Burkinabés, je pense que c'est. Sur le plan sémantique, ça pose quand même voilà, un problème quand il dit que les Peuls ne sont pas les ennemis des Burkinabés. Non, les Peuls sont des Burkinabés et le Burkina Faso est une mosaïque d'ethnie et dans cette mosaïque d'ethnie, vous avez la couleur Peul. Vous enlevez une seule couleur dans cette mosaïque-là et le Burkina n'est plus le Burkina. Donc c'est une entité, un ensemble d'ethnies qui se donnent la main pour construire un rêve, le rêve d'appartenir à une même nation qu'est le Burkina Faso. Et là, la question tombe à pic parce que les journalistes, quand même, ils ne pouvaient pas ne pas poser cette question du fait que le Burkina a été pointé du doigt à plusieurs reprises par des institutions internationales et également par certains pays, notamment les États-Unis, qui avaient quand même menacé à un moment donné de retirer son soutien sur la lutte contre la sécurité sur le Burkina, ne montraient pas patte blanche par rapport justement à cette question de stigmatisation de la communauté Peul. Donc le chef d'État a voulu être clair et net en disant tout simplement qu'au Burkina, il n'y a pas de stigmatisation de cette population-là. Il y a que la réalité est tout autre quand on voit, en tout cas, dans certains villages ou dans certaines localités, des exactions commises. Malheureusement, l'entité Peul, en tout cas, paye le lourd tribut de cela. Moi, je ne dis pas qu'il y a une stigmatisation, qu'il n'y a pas de stigmatisation. Les faits sont là. Il y a quand même, quelquefois, des razzias contre des personnes aux similitudes ou aux faciès poulards. Serra Coulibaly, est-ce que, concrètement, est-ce qu'il y a un problème Peul au Burkina Faso? Est-ce qu'on peut le dire? Moi, je crois que ce que le chef de l'État a manqué de clarifier, en réalité, c'est d'exprimer clairement que Peul n'est pas égal à terroriste. Apparemment, ce n'est pas aussi évident chez tout le monde, en particulier à certains acteurs de la sécurité, notamment ces VDP. S'il ne le dit pas ouvertement, et on se rappelle également que quand il avait été à Djibo, le discours aussi n'avait pas été assez clarifiant sur ces différentes notions-là. Ça fait que sur le terrain, il y a une continuation d'une situation qui est défavorable. Et ce sont ces situations qui sont retracées par les organisations internationales, parce qu'il y a un travail qui s'est fait sur le terrain, qui collecte les faits qui se sont déroulés et qui finissent par mettre bout en bout un ensemble d'informations et qui se centralisent sur l'ethnie Peul. Donc, il faut que les responsables politiques, comme le chef de l'État, en arrivent à dire ouvertement qu'il ne faut pas confondre un terroriste en activité, qui d'ailleurs, quand ils sont repérés ou identifiés, le sort est très bien connu, on sait de quoi il s'agit, mais il s'agit des populations qui n'ont rien à voir avec le terrorisme, qui parfois même sont contre ce qui s'est fait, parce que ça les met en danger eux-mêmes, qui sont pris également à partie dans certaines zones, comme dans la boucle du Moun, dans Oualbougou, etc., etc. Donc ces questions n'ont pas été très clairement clarifiées. En plus de cela, jusqu'à aujourd'hui, Yirgou est toujours dans le noir. Pas d'arrestation, pas d'emprisonnement, pas de répression des crimes. Or, il y a eu quand même plus de 200 personnes qui ont été exécutées. Le processus est en cours. Hein. La justice Voilà. dit que le processus est en cours. Il n'y a pas une impunité de fait. Le processus est en cours. La justice se donne le temps d'aller jusqu'au bout du processus. On attend toujours pour être tout à fait complet sur ce sujet. Donc, on attend pour Yirgou, on attend toujours que le processus... Oui. Mais si on veut mener le débat sur la question Peul, on y est de plein pied, il faut qu'on aille jusqu'au bout quand même de cette question. La question fondamentale qu'on se pose, et il faut se la poser un jour au lieu d'extrapoler, c'est pourquoi est-ce que les Peuls sont montrés du doigt d'abord par toutes les autres ethnies du Burkina Faso, mais aussi au Mali voisin, c'est la même chose qui se passe. Pourquoi est-ce que les Peuls sont toujours pointés du doigt par tout le monde quand il s'agit de questions terroristes dans la sous-région? Cette question-là, il faut qu'on se la pose un jour et qu'on trouve, au même du débat, qu'on trouve les réponses. Lionel Bilgo. Tout à fait, mais il faut faire attention, c'est un sujet quand même qui est assez sensible. Moi, je rejoindrai Serra Coulibaly en disant qu'un terroriste n'est pas égal à un Peul. Maintenant, quand vous allez dans les localités qui sont plus aux prises avec la question terroriste, vous allez trouver que
la typologie de population qui s'y retrouve, en majorité en tout cas, ce sont presque des Peuls. C'est normal également que dans cette localité-là, vous trouvez au milieu des djihadistes, parce qu'ils recrutent en fait là où ils exercent, vous trouvez au milieu des djihadistes des gens qui sont peut-être des Peuls, mais également vous allez trouver des Mossi, etc. Donc ça dépend de la zone géographique d'exercice ou d'emprise du terrorisme. Là où ils sont, c'est là qu'ils recrutent également. Et moi, je pense que la question du terrorisme, parce qu'il y a des Peuls quand même, les Peuls luttent aussi contre ce terrorisme. D'ailleurs, ils sont victimes, puisque leur localité est aux prises avec le terrorisme. Ce sont des localités qui ont longtemps été administrativement abandonnées. Donc, ils ont la double sanction quand même d'avoir été des déserts administratifs et d'avoir été aujourd'hui sous emprise terroriste. Donc, c'est quand même quelque part, pour moi, des victimes également. Pour résoudre cette question, il faut... D'abord, moi, je pense que la question de terrorisme, je le dis depuis longtemps, ne sera pas, on ne résoudra pas cela qu'avec les armes. Ce n'est pas possible. Donc, il faut essayer d'impliquer le plus possible la question sociale et la question sociologique. Sinon, sans quoi, on va tourner en rond. Et puis ensuite, un dernier point, c'est de dire tout simplement que notre manière de lutter contre ce terrorisme, dans les propos et dans les actes, peut créer aussi des nouveaux terroristes, c'est-à-dire des personnes radicalisées du fait de ce qu'ils ont subi et qu'ils estiment être une injustice. Il faut faire attention à cela. C'est en cela que le dossier est quand même très sensible, parce qu'il faut veiller à ne pas créer aussi des antagonismes au niveau communautaire et soulever des communautés contre des autres. Je pense que les autorités burkinabées, mais aussi des organisations de la société civile, font un travail important pour ne pas que le Burkina Faso tombe justement dans le piège de ces terroristes et aille sur le terrain des affrontements intercommunautaires. Nous espérons que les choses vont aller de mieux en mieux, que les uns et les autres vont comprendre. Il a été aussi question, oui, dans cet entretien, de réconciliation nationale. Vous savez que quand on parle de réconciliation, depuis quelques années, on parle surtout du retour des exilés, et l'un des exilés les plus connus du Burkina Faso en ce moment, c'est Blaise Compaoré. La question a été posée au chef de l'État: est-ce qu'il est prêt à voir Blaise Compaoré revenir au Burkina Faso? Écoutez la question, mais aussi écoutez la réponse. Mais est-ce que vous pourriez, par exemple, lui garantir un retour sans procès et s'engager dans une sorte de modèle sud-africain, commission vérité et réconciliation? C'est pourquoi j'ai dit, dans ma vision, en tout cas, j'ai considéré que le premier semestre de 2020, si je suis élu, 21, doit nous permettre de régler ces questions-là. Dès 2021. Parce que de son temps... Maintenant, je ne peux pas dire, est-ce que je peux l'autoriser à rentrer. Ça, c'est ensemble, avec l'ensemble des... Mais vous ne l'excluez pas? Que nous pourrons en discuter. Donc d'ici le 30 juin 2021, l'ancien président Blaise Compaoré sera ici. Vous savez, j'avais toujours dit, on n'a interdit à personne de rentrer. Oui, mais vous espérez que... Nous avons dit simplement que ceux qui rentrent, ceux qui ont des procès ou des problèmes à résoudre avec la justice, doivent se présenter au niveau de la justice. Donc pour nous, on considère simplement qu'une fois que nous aurons terminé avec les élections, nous allons réunir l'ensemble des composants de notre société pour discuter de cette question de la réconciliation nationale et voir ensemble qu'est-ce qu'il faut faire. En fonction de cela, la décision sera prise. Seka Coulibaly, on parlait tout à l'heure de la cohésion intercommunautaire et qu'il fallait faire très attention. On parle donc de réconciliation. L'autre pan aussi de cette réconciliation, tant attendue et tant voulue par les Burkinabés, c'est la question du retour des exilés. Oui, tout à fait. Ici aussi, je crois que peut-être que les journalistes n'avaient pas assez d'éléments pour peut-être serrer un peu plus le chef de l'État là-dessus. En réalité, ce qu'il dit, c'est exact. Si vous avez affaire à la justice, ça ne dépend pas du président du Faso. La justice poursuit les gens selon un travail qu'elle a exercé. Cependant, dans un contexte spécifique, celui du Burkina Faso, et vu des cas qui se sont déjà déroulés, les gens en général sont assez méfiants de la justice à cause de la manière dont on administre la procédure, notamment la question de la détention préventive. C'est vrai que lorsque vous faites l'objet d'une information judiciaire, le juge peut bien vous mettre en prison en attendant pour des raisons précises. C'est-à-dire, s'il craint que vous ne disparaissiez, ou bien s'il craint que vous ne fassiez
la subordination des témoins, il a la possibilité de mettre les gens en détention préventive. Ce qu'on a constaté, c'est que des gens ont été mis en détention préventive, ont été libérés, il n'y a pas eu de procès après. On ne sait pas exactement où en est cette procédure-là. Donc on se rend compte que c'est la détention préventive qui devient une arme à part entière. Et c'est face à cette gestion de la procédure judiciaire que beaucoup craignent de venir dans leur pays. Ils savent que si c'était une procédure qui était objective, ils auraient pu très bien faire valoir leur droit à la liberté provisoire, s'ils sont par exemple malades. Quand on voit des gens qui sont en prison, qui font les preuves donc de leur maladie, de leur état de santé déplorable, est donné aux autorités de la justice, et malgré cela on refuse la liberté provisoire, comment voulez-vous que quelqu'un s'élève de lui-même comme ça, venir gaiement entrer dans les mains de la justice? Donc c'est cela qu'il faut mettre en évidence et dire qu'il y a une situation de la justice qui ne facilite pas le discours de l'exécutif qui dit « ce n'est pas nous, c'est la justice qui fait ». Mais c'est un discours somme toute logique. Oui. Parce qu'on a quand même la séparation des pouvoirs. Oui, bien sûr. Au plan primaire, c'est clair que le chef de l'État n'est pas responsable aujourd'hui. Tout a été fait en sorte pour que ce ne soit pas lui qui décide de ce que la justice peut faire. Mais quand on regarde la gestion donc, de la procédure, on ne peut pas ne pas penser à une main invisible qui actionnerait certains acteurs de la justice. Il va falloir donner des preuves de ce que vous insinuez. Je ne dis pas que c'est le chef de l'État, mais il y a des cas qui nous font penser que peut-être des mains invisibles sont en train d'actionner certains acteurs de la justice. Bon, des mains invisibles, pardon. Mais qui rendent lourd la question donc, du retour des exilés, si on doit y inclure la justice. Pardon, mais nous savons que la séparation des pouvoirs est consacrée par la Constitution, mais il faut aussi peut-être donner certaines informations et nuancer certaines choses quand on dit à chaque fois qu'il y a une main qui serait derrière la justice. Il faut dire quand même au bénéfice du chef de l'État que depuis la session de Roch-Marc Christian Kabore au pouvoir, beaucoup de choses ont été entreprises pour permettre à la justice d'avoir son indépendance. La justice burkinabé aujourd'hui a quand même une certaine indépendance qui lui permet d'agir sans forcément attendre que... Non, je précise. Oui. Quand on parle de mains invisibles, je précise qu'il ne s'agit pas forcément du chef de l'État. La corruption peut également être mise en avant. Donc, ce sont des possibilités qu'il ne faut pas exclure quand on regarde la gestion de la procédure judiciaire. Parce que la question qu'on se pose, la question que nous, téléspectateurs, se posent, la question revient très souvent dans les débats, c'est est-ce qu'aujourd'hui, l'exécutif a une certaine influence, un certain impact sur le système judiciaire burkinabé? C'est la question qu'on se pose. Non, il y a eu des réformes qui ont donné... De nombreuses réformes. Oui, qui ont donné quand même une certaine indépendance à la justice. Mais, M. Dapa, j'aimerais quand même faire comprendre que la séparation des pouvoirs n'est pas égale à la qualité des pouvoirs. Ensuite, l'indépendance de la justice n'est pas égale à l'indépendance des acteurs de la justice. C'est deux choses différentes. La justice peut être bien indépendante, et les acteurs en interne même de la justice sont dépendants, soit de la corruption, soit dépendants de bassesse judiciaire inouïe. Et sous le ciel du Burkina Faso, ce ne sont pas les exemples qui manquent. Récemment encore, l'affaire du maire de Ouagadougou, Armand Bewandé, là où les audios de certains juges d'ailleurs qui sont aujourd'hui au frais, donne froid au dos. Combien de Burkinabés ont connu cette justice-là depuis des années? Combien de familles ont été spoliées? Combien de familles ont été brimées? Combien de personnes ont été en prison parce que tout simplement l'argent a coulé sous la toge noire de certains juges? Donc là, la grande question ici, c'est la qualité de notre justice qui ne rassure pas nos populations. Mais je veux dire qu'on ne va pas créer une justice pour les puissants et une justice pour les citoyens, une autre justice lamentable pour les citoyens lambda. S'il faut réformer cette justice, c'est à elle d'abord de se donner les moyens de se transformer et de faire en sorte que la population ait confiance en elle. Il faut reconnaître, je le dis, je ne suis pas l'avocat du chef de l'État, mais il faut reconnaître, vous l'avez dit, que de nombreuses réformes ont été quand même faites pour permettre à cette justice non seulement d'être indépendante, mais d'être une justice de bonne qualité. Vous parlez de l'arrestation d'un juge, il y a des années en arrière, sous l'ancien chef de l'État qui veut rentrer, on n'aurait pas pu voir ce genre de choses. Aujourd'hui, la justice
met tout en œuvre pour essayer de redorer quand même son blason. Et cela est au mérite du président du Faso qui a décidé quand même de faire de l'indépendance de la justice quelque chose de normal. Mais vous savez, le temps est un beau parfum pour la vérité, parce que tout simplement, les choses ont changé et que certaines vérités éclatent au grand jour, et avec l'indignation croissante des populations, il se fait que certaines lignes vont forcément bouger. Pardon, je ne dis pas que tout est rose, hein, non, mais non. il faut aussi savoir d'où on vient en ce qui concerne l'indépendance de la justice pour pouvoir mesurer la qualité de où on est en ce moment. Tout en se disant que le chemin reste encore long Bien et sûr. qu'il y a des combats à mener pour sûr. avoir encore une justice qui ressemble au désir des Burkinabés, au désir de l'ensemble des Burkinabés. Pas seulement pour les puissants ou les faibles. Je veux dire aussi que dans cette question du retour du président, le président quand même, Roch Marc Christian Kaboré, du président Blaise Compaoré, le président Roch Marc Christian Kaboré a eu deux propos que je juge assez quand même antagonistes, quoi. Premièrement, il dit nous allons ensemble discuter pour l'autoriser à venir. Donc il parle d'autorisation à venir. Et ensuite, plus loin, il dit ce n'est pas nous qui devons décider, on n'a empêché personne de venir. En fait, en réalité, là, on comprend bien que le président Blaise Compaoré ne peut pas se lever de lui-même et venir parce que le président Roch Marc Christian Kaboré parle d'autorisation, et on comprend également que pour cette autorisation, il faut qu'il ait avec l'ensemble des acteurs une discussion. Cette discussion, les acteurs l'ont déjà menée, c'est à lui de s'y associer. Mais la question de fond, il ne faut pas qu'on fasse preuve de langue de bois, c'est est-ce que si Blaise Compaoré revient, il devra se soumettre à la justice burkinabé pour un éventuel procès? C'est ça la véritable question. Ce n'est pas même qu'il devra, il est de son intérêt, afin de redorer son image, s'il estime être innocent, de se mettre à la disposition de la justice. Dans ce cas, personne ne l'empêche de venir se mettre à la disposition de la justice. C'est cela le problème. Et le journaliste de France 24 a posé la question au chef de l'État, est-ce qu'il viendra pour être jugé s'il devrait être jugé, ou bien on va faire une sorte de maintien de réconciliation et se pardonner. Et c'est la même question qui revient dans tous les pays. On a l'impression en Afrique que réconciliation est égale à impunité. C'est-à-dire que ceux qui auraient commis des crimes, on devait les oublier et les ramener au pays, et puis on se tait, il n'y a rien eu. Mais ce n'est pas cela la solution. Pas forcément. Je pense aussi que l'Afrique est en train de reconnaître en elle-même quelques valeurs traditionnelles qu'il va falloir qu'elle remette au goût du jour pour s'embrasser elle-même. Et pourquoi je dis ça? Parce que chez nous, ce n'est pas forcément réconciliation égale à impunité. Dans nos villages, allez regarder combien de conflits sont réglés sous l'arbre à palabre, avec justice et une réconciliation. Donc ça veut dire tout simplement qu'il ne faut pas qu'on s'oublie nous-mêmes dans cette question-là. Cette justice à l'occidental là n'est pas la seule piste à mener. Quand le président du Faso dit qu'on va regarder ensemble, ça veut dire qu'on peut trouver d'autres pistes. On peut transcender ces règles, ces procédures judiciaires existantes pour trouver d'autres manières de se faire la paix, que chacun dans nos propres familles, nous avons déjà eu des conflits et que ça a été réglé de cette manière-là. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse appel à notre ingéniosité, à notre être naturel pour trouver les solutions à nos propres problèmes. Et ça commence par là. Seka Coulibaly. Là où je trouve que les propos du chef de l'État sont quelque peu ambigus, c'est le fait de dire que ceux qui veulent rentrer peuvent rentrer à condition de se mettre à la disposition de la justice. Ça veut dire automatiquement que tant qu'ils vont rester à l'extérieur, ils ne sont pas poursuivables. Or, ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Un criminel, dès qu'il est reconnu, doit pouvoir être poursuivi partout où il se trouve. La procédure doit pouvoir être menée jusqu'à son terme. Et quel que soit l'endroit où il se trouve, on a le cas de François Compaoré. Le jugement a été fait, les décisions de justice ont été prises, l'exécution de la décision conduit à une question d'extradition ou pas. Voilà. Donc pourquoi attendre que les gens veulent bien rentrer avant que la justice ne commence à faire son travail? Et ça nous ramène à cette question de l'assassinat de Thomas Sankara. Je crois que c'est le seul sujet où on parle encore de Blaise Compaoré. On va y revenir tout à l'heure. Dans quelle proportion le dossier a avancé aujourd'hui? On est bien obligé de se dire non, ça n'a pas du tout avancé, surtout après cette question de tests ADN qui n'a pas été concluant. La question s'est même complexifiée à mon sens parce qu'on n'a même pas de cadavres. On ne sait pas où le président Sankara a été enterré. Et comment veux-tu poursuivre
décision, une affaire de justice, sans un cadavre. Donc, ces problèmes-là se posent. Alors, si d'aventure, le président Compaoré, qui est cité dans le dossier, rentrait, la justice n'a pas avancé sur l'identification du corps du délit, n'a pas avancé sur l'identification des auteurs du crime, mais on verra, est-ce qu'ils vont donc demander à Blaise Compaoré d'aller en détention préventive? La question se pose aujourd'hui. Donc, elle est encore complexe. Et c'est pour ça que le chef de l'État peut-être botte en touche en disant c'est ensemble qu'on verra comment on va résoudre la question. Parce qu'il dit les deux choses. En même temps qu'il dit que si Blaise Compaoré revient, il fera face à la justice. En même temps, vous l'avez dit, il dit que c'est ensemble qu'on va décider pour savoir ce qu'il faut faire. Il faut que le chef de l'État soit clair. Est-ce que l'ancien chef de l'État, il rentre pour se soumettre à la justice ou bien, comme vous le disiez, Lionel Bugon, on va trouver une autre manière, une autre formule pour régler la situation, tout en précisant quand même que la réconciliation nationale ne doit pas se faire sur le dos des éventuelles victimes qu'il y a eu durant tous ces temps, des crimes qu'il y aurait eu. Il faut qu'on trouve les fautifs, il faut qu'on trouve les coupables. Peut-être qu'il va falloir pardonner après, mais il faut qu'on trouve les fautifs, les coupables, qu'on explique et que celui qui veut pardonner, pardonne. Et d'ailleurs, si on se lance dans ce chemin, vous verrez que les victimes n'ont pas de baromètre. Il n'y a pas de victimes puissantes et de victimes moins puissantes. Souvenez-vous, cette crise-là a fait des victimes de part et d'autre. Et les responsabilités sont presque partagées. Et je vous rappelle la mort de ce pauvre gardien du siège du CDP brûlé dans les flammes de ce siège-là. Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne parle de ce monsieur. Et il n'a rien fait. Il n'a fait que faire son boulot, que d'être gardien à cet endroit-là. Donc c'est pour moi, la question c'est de dire, ne regardons pas seulement du côté de ceux qui sont partis, il y a aussi des responsables et des victimes, des bourreaux et des victimes qui sont présents déjà sur notre sol et ça crée de la haine. Cela soulève la question de la réconciliation générale dont a besoin le Burkina Faso et le chef de l'État l'a dit. Après son élection éventuelle en 2021, il va s'atteler à faire cette réconciliation, ce qui a fait grincer quelques dents quand même au sein de la classe politique. Certaines personnes disent que bon, c'est une forme de campagne. Oui, des dents bien crochues et à juste titre d'ailleurs, parce qu'à cette période-là, pour la première fois, depuis 5 ans que l'on parle de réconciliation avec les institutions et les instances auprès du chef de l'État, pour la première fois, il ose lui-même se prononcer sur cette question-là. Et donc, on sait qu'on sommes à quelques encablures des élections présidentielles. L'opposition voit ça comme étant une manœuvre politique pour justement rafler des voix du côté des partisans du président Blaise Compaoré et trouve cela quand même insultant pour tout le travail et leurs revendications de réconciliation qu'ils ont eu à faire depuis bien longtemps. Et il y a d'ailleurs le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, qui a réagi par rapport à cette déclaration du chef de l'État. Voici ce qu'il dit. Par cette déclaration, le président Kaboré reconnaît tardivement que notre pays a un problème de réconciliation et qu'en 5 années de gouvernance, il n'a pas accordé à cette question hautement vitale pour notre pays l'attention qu'elle méritait. Pour le chef de file de l'opposition, le président du Faso a eu largement le temps de traiter de la question de la réconciliation. Mais en même temps, on se souvient qu'à l'approche des élections, après quelques missions de l'Assemblée nationale, on avait proposé de reporter l'élection présidentielle et les élections législatives pour justement essayer d'aller sur cette question de réconciliation avec les crises intercommunautaires. On se souvient que c'est l'opposition politique et la majorité présidentielle qui se sont rassemblés d'une même voix, ont parlé pour dire « niet », on ne reporte pas les élections, on va aux élections malgré la situation. Donc là aussi, on ne peut pas aussi donner un cachet à cette déclaration du chef de file de l'opposition, Siaka Coulibaly. Qu'est-ce que vous pensez de sa réaction? Ce qui est embêtant, je pense, et qui a fait donc réagir les acteurs de l'opposition, c'est le fait de conditionner la réconciliation à la question des élections. C'est une vieille question, la réconciliation au Burkina Faso. Et Roch Kaboré, est très bien placé parce qu'on n'a pas commencé à parler de la question de la réconciliation maintenant. Depuis au moins 1994 qu'on a commencé à poser le problème, il y avait Valère Sommet qui était un des partisans de cette théorie, qui avait écrit des documents sur la question de la réconciliation. Donc, Roch Kaboré était déjà dans les institutions de l'État. Il sait très bien où on en est avec cette question de la réconciliation nationale. Quand on a eu la transition en 2015, personnellement, j'ai proposé qu'on règle cette question de la réconciliation
pendant la transition, parce que c'était le meilleur moment à mon avis. En plus de ça, les 5 années étaient largement suffisantes pour pouvoir régler la question. Maintenant que ça sort à quelques encablures de l'élection présidentielle, on a bien l'impression que ça se présente comme un argument électoral, mais surtout comme un argument quelque peu de chantage où on dirait, par exemple, à ceux qui veulent forcément voir Blaise Compaoré revenir, bon, écoutez, si je suis élu le premier trimestre 2021, je vais régler la question. Donc c'est un peu une offre qui est faite à une catégorie d'électeurs, et c'est là où les autres, étant aussi dans la course, sentent que s'ils ne réagissent pas, certainement, ils vont peut-être perdre quelques points. C'est pour ça qu'il y a les déclarations du chef de file et aussi du président de l'ADF. Lionel Burgot, vous parliez de la réponse du chef de l'État. On lui a posé la question quant à l'implication présumée de Blaise Compaoré dans l'assassinat de Thomas Sankara. La question a été posée directement. Il a aussi donné une réponse sans ambiguïté. On l'écoute. J'aimerais avoir votre intime conviction au-delà des affaires juridiques. Est-ce que vous pensez que Blaise Compaoré est impliqué dans la mort de Thomas Sankara? Je ne voudrais pas m'avancer pour accuser des gens d'avoir participé ou de n'avoir pas participé. Laissons la justice faire son travail et la vérité sera mise à jour pour tout le monde. Est-ce que l'avis du chef de l'État compte ici lui demander s'il pense que Blaise Compaoré est impliqué dans l'assassinat de Thomas Sankara? C'est quand même une question un peu bizarre. C'est une question, il n'y a pas de question bizarre, c'est une question et je crois que le chef de l'État a été... le journaliste d'ailleurs s'attendait à cette réponse du chef de l'État. Bien sûr. Laissons la justice faire son travail. Et par contre, il sait très bien que le président Roch Marc Christian Kaboré, et moi je crois aussi qu'il a une intime conviction sur cette affaire-là, parce qu'ils ont été au moment des actes, ils ont été pendant longtemps, et je pense qu'il a son intime conviction, mais son intime conviction ne doit pas primer sur la paix sociale au Burkina, sur le travail de la justice, et donc il garde cette intime conviction pour lui-même en répondant tout simplement qu'il appartient à la justice de faire ce travail-là. En tout cas, cette conviction, il ne l'a pas dite, mais pour faire en même temps la transition pour la suite de cette émission, nous allons parler de l'assassinat de Thomas Sankara. C'était il y a 33 ans après. On n'a pas encore de procès, on ne connaît pas encore ceux qui ont porté cette action qui a endeuillé non seulement le Burkina Faso, mais aussi de nombreux pays qui voyaient en ce jeune dirigeant un grand espoir pour le développement de l'Afrique. Thomas Sankara, 33 ans après, la commémoration continue. Le 15 octobre dernier, il y a eu toute une cérémonie pour commémorer le 33e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara. On regarde. Le 15 octobre 1987, en ces lieux crépitaient des balles assassines. 33 ans plus tard, sur les mêmes lieux retentissent du tambour et du clairon, en hommage à un héros mondialement reconnu. Le président Thomas Sankara n'a jamais été aussi vivant sur les lieux de son assassinat comme en ce 15 octobre 2020. L'un de ses successeurs à la tête de l'État burkinabé s'incline en sa mémoire. Les héros, on ne peut jamais effacer leur nom. On a beau gommer, ils sont toujours présents dans le cœur et dans l'esprit des peuples. Et aujourd'hui, Thomas Sankara n'est pas simplement une propriété du Burkina Faso. C'est une propriété de tous les peuples africains, de tous les peuples qui sont épris de liberté. En peu de temps, ce qu'il a apporté comme bienfait au niveau de notre pays a été plus que, comme je dirais, des années d'autres régimes au niveau de Burkina Faso. C'est pourquoi les héros, on ne peut jamais effacer leur nom. On a beau gommer, ils sont toujours présents dans le cœur et dans l'esprit des peuples. Quelles que soient les erreurs qui ont été commises, parce qu'il n'y a jamais, je dirais, une gestion d'un pouvoir d'État sans erreur. Et ça, nous devons comprendre au niveau des Burkinabés que ce qu'il a voulu montrer d'essentiel, c'est que autant nous voulons être indépendants, autant nous devons affecter des sacrifices sur nous-mêmes pour pouvoir avancer. Dans la matinée, une procession de 33 personnes s'est rendue devant la justice militaire où elles ont signifié les 33 années d'attente de justice pour le père de la révolution burkinabé. Nous avons échangé et nous avons montré des dossiers bien prêts
même donner des exemples de transmission, de dates de transmission de dossiers, nous avons un grand espoir qu'à partir du début d'année 2021, le dossier Sankara va s'ouvrir. Cette marche, on peut dire qu'elle est concluante. L'autre défi sera l'opérationnalisation totale du projet de mémorial qui lui est dédié. Une requête qui a reçu une fois de plus le consentement du président du Faso, qui dit espérer voir ce lieu devenir un cadre plein d'enseignements pour les générations futures. Sans complexe aucun. Aujourd'hui encore, il existe là une catégorie d'enseignants irresponsables. C'est surtout eux qui sont à la base des échecs scolaires. Voilà, Lionel Burgo, 33 ans après, quand on parle toujours de Thomas Sankara, quand on fait ces commémorations, il y a toujours ce sentiment d'injustice qui prend au tripes les Burkinabés et beaucoup de personnes dans le monde. Oui, c'est un drame qui reste ouvert au Burkina Faso et dans la conscience du peuple burkinabé, comme l'a dit le président. C'est dommage que jusque-là, on n'ait pas vraiment avancé sur l'aspect judiciaire, parce que c'est le seul aspect qui reste pour donner un peu de réconfort à ceux qui aimaient Sankara, qui adhéraient à sa façon de faire. S'il y a au moins la justice qui est rendue, quelles que soient les décisions que cette justice va rendre, on aurait au moins la satisfaction de savoir que certaines personnes ont été indexées comme ayant participé à son assassinat. Ceci dit, sur le plan purement politique, le chef de l'État actuel, qui quand même fait hommage au président Sankara, je pense, aurait pu aborder certains axes de politique un peu dans la philosophie du capitaine Thomas Sankara lui-même et appliquer des idées qu'il avait aussi prônées à l'époque. Malheureusement, depuis déjà plus de 27 ans, on sent que la politique burkinabé a viré plutôt vers les institutions internationales de type libéral, qui ont imprimé une forme de gestion des politiques, si bien qu'aujourd'hui, il est assez difficile, sans remettre en cause ces partenariats-là, de parler encore de politique que Sankara faisait. Donc, on est bien obligé de se rabattre sur la dimension judiciaire et d'espérer qu'à ce niveau, il y ait quand même une avancée significative. Oui, il y a la dimension judiciaire, Lionel Burgo, mais ici, il y a la dimension symbolique. On remarque que depuis quelques années, de plus en plus, on essaie de rendre hommage à Thomas Sankara. Il y a un mémorial, il y a aussi une université qui a pris le nom de Thomas Sankara. À ce niveau, il y a une certaine justice qui est en train d'être rendue au père de la révolution burkinabé. Oui, et qui l'eût cru qu'un jour, un chef d'État burkinabé prendrait la parole pour parler de Thomas Sankara et s'incliner devant justement son mémorial. Et d'ailleurs, le président Roch Marc Christian Kaboré, je l'ai trouvé un peu sévère avec lui-même et aussi sincère, parce qu'il dit que Sankara a fait en si peu de temps ce qu'aucun autre régime a fait après lui, alors que lui-même, le président Roch Marc Christian Kaboré, a collaboré ou a participé dans ces régimes-là qui ont succédé la mort de... Donc il reconnaît de facto que le travail du président Thomas Sankara était extraordinaire. Effectivement, vous parlez de mémorial, vous parlez de nomination d'université, mais moi, il reste encore un goût d'inachevé. Moi, je pense qu'il faut que l'État et la nation s'approprient la dimension de Thomas Sankara au lieu de le laisser aux mains de groupuscules ou de personnes effectivement qui font de bonnes œuvres, certes, mais il faut le ramener au niveau national pour le rendre unanime. Et je suis encore choqué de voir qu'il y a Thomas Sankara presque nulle part dans tout le curricula scolaire du Burkina, alors que c'est comme ça seulement que l'on va transformer les Burkinabés et que l'on va leur insuffler l'esprit et le désir de Thomas Sankara d'un Burkina nouveau. Vous prenez du primaire jusqu'à l'université, on nous apprend la Première et la Deuxième Guerre mondiale à nos enfants, on apprend les découvertes avec Christophe Colomb, mais à aucun moment, en tout cas, il y a des chapitres consacrés à Thomas Sankara. Là, moi, je pense qu'il faut amener Thomas Sankara à l'école, parce que c'est qu'à l'école qu'on forme les futurs Burkinabés. Et pour le moment, il n'est pas encore à l'école, mais il est de manière symbolique sur le fronton des universités. L'université Thomas Sankara a été inaugurée il y a seulement quelques jours. On regarde. Seulement que nous ne faisons pas de la publicité. Moins actifs, nous ne le sommes pas. Le balai citoyen n'aime pas faire de la publicité. Ce sont là les propos. Voilà, c'était
plutôt la conférence de presse du Balai citoyen. L'élément que nous allons passer maintenant, c'est l'inauguration de l'université Thomas Sankara. Salut du père de la révolution burkinabé pour souhaiter la bienvenue à l'université qui porte désormais son nom. L'université Ouaga II est officiellement baptisée Université Thomas Sankara ce 15 octobre. Science, intégrité et société sont les valeurs que ce temple du savoir veut inculquer aux étudiants. Bâti sur 3 socles qui sont le social, l'environnement et la lumière, l'université Thomas Sankara voudrait allier modernisme, excellence, rigueur, valeurs culturelles et cadre environnemental propice à une formation de qualité. Notre université est désormais fière de porter le nom de cet homme intègre, tout en mesurant la lourde charge qui nous revient, celle de traduire en pratique les valeurs défendues par Thomas Sankara. La famille du défunt capitaine se dit honorée par ce geste. Pour nous, cette journée est empreinte de fierté, malgré la tristesse que nous ressentons depuis 1987. Ce baptême ramène au grand jour la flamme du combat de la révolution du 4 août 1987. De nombreuses reconnaissances et diverses œuvres ont été réalisées sur Thomas Sankara à travers le monde entier. Cependant, votre choix de baptiser cet espace de transmission et d'acquisition du savoir au nom du président Sankara revêt une dimension particulière. Je crois que c'est un véritable hommage rendu sur la base de tout ce que le président Thomas Sankara a fait pour l'éducation dans notre pays. Il a rappelé l'appel de Gawa, il a rappelé l'appel de Farakoba, il a rappelé toutes les initiatives qui ont été prises, Bantare, alphabétisation, etc., qui montrent qu'au-delà de ce que l'on connaît de l'homme, c'était quelqu'un qui était vraiment impliqué dans les questions de l'éducation. 107 enseignants des universités du pays promus au CAMES sont honorés au cours de cette cérémonie. Ce sont des maîtres assistants, des maîtres de conférences, des professeurs titulaires et des directeurs de recherche. Voilà, Siaka Koulibaly, encore une fois, Thomas Sankara, honoré. Lionel Burgo le disait, cela ne suffit pas. On est pour le moment dans la symbolique. Il va falloir qu'on fasse encore plus pour honorer la mémoire de Thomas Sankara, non pas seulement dans les paroles, mais aussi dans les actes, dans les livres d'école, dans les politiques sociales de nos gouvernements. Oui. On verra bien si l'attribution du nom Thomas Sankara à l'université est un acte de pure communication politique ou est-ce que c'est une option qui a été prise parce que nous sommes capables donc de vérifier si les programmes qui vont être enseignés dans cette université vont inclure l'histoire politique qui va revenir sur l'action du président Sankara. Mais on sait qu'il a dirigé une révolution et la révolution est un contenu complet qui se traduit dans les sciences, qui se traduit dans la culture, qui se traduit dans les enseignements. Donc, est-ce que c'est juste un nom qui a été donné ou est-ce que c'est toute une transformation qui est en cours? On va donc le vérifier très bientôt, surtout que nous sommes à la rentrée académique. On verra bien est-ce que les modules vont changer, est-ce que l'approche révolutionnaire va être imprimée dans l'enseignement, etc., etc. Voilà, l'un des temps forts de l'actualité cette semaine, ça a été aussi l'audit international du fichier électoral pour les élections de 2020 qui a été lancé en présence de plusieurs acteurs majeurs de la vie politique burkinabé. C'est un autre pas qu'on franchit dans la certification, si on peut le dire ainsi, des prochaines élections présidentielles et législatives. Opposition, majorité et gouvernement paraphent ainsi un document qui donne quitus aux 22 membres d'un comité indépendant de passer à la loupe le fichier électoral. C'est un audit qui fait suite à la suspicion de fraude de l'opposition pendant l'enrôlement dans quelques localités du pays. Donc nous avons soupçonné qu'il y ait peut-être quelque part des officines qui font des doubles enrôlements. Et notre crainte est devenue beaucoup plus grande quand on s'est rendu compte que certaines de ces personnes-là étaient convoyés par des partis qui participent à la gestion du pouvoir d'État. Comme on dit, quand on découvre quelque chose, il faut toujours se poser des questions sur ce qu'on n'a pas découvert. Donc c'est dans ce souci de prévention-là que l'opposition a souhaité et exigé qu'il y ait un audit du fichier, qu'on s'assure que chaque Burkinabé qui est inscrit sur ce fichier-là est inscrit une seule fois et ne pourra voter qu'une seule fois.
La majorité est également favorable à cet audit qui devra rassurer l'ensemble des parties à l'issue de la séance de travail de ces experts débutée ce 13 octobre pour s'achever le 20 octobre. C'est pour dire que c'est de façon inclusive, de façon transparente, que les élections, en tout cas au Burkina Faso, vont se mener sous l'œil aussi donc, des observateurs étrangers que j'ai cités tout à l'heure. Donc vous comprenez que le Burkina a une chance d'avoir le comité de suivi du dialogue politique, qui est une volonté affichée du chef de l'État. L'audit externe en cours du fichier électoral se fait avec le soutien de l'Union européenne, de l'Union africaine et de l'OIF. Pour la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, cela est la preuve d'une confiance renouvelée des partenaires. Dans le comité d'audit, tout le monde est représenté. La majorité est représentée par 2 personnes, un informaticien, un politique. L'opposition est représentée par un informaticien, un politique. La société civile est représentée également par 2 personnalités. Des élections libres, transparentes et acceptées de tous, tel est le vœu de la classe politique et aussi du gouvernement. Nous avons voulu que les élections législatives présidentielles du 22 novembre 2020 se fassent de façon transparente, équitable, et que nous puissions avoir des résultats non contestables par toutes les parties. C'est la raison pour laquelle nous nous réjouissons que l'audit du fichier électoral puisse effectivement se faire par des organismes indépendants et des experts indépendants, ce qui va crédibiliser notre fichier électoral et nous permettre d'aller de façon tranquille aux élections. L'équipe d'expertise qui conduit cet audit du fichier électoral est composée de 8 personnes, notamment de démographes, de juristes, d'informaticiens et de spécialistes en questions électorales. Ils devront rendre leurs travaux plus tard le 20 octobre et rendez-vous est pris également dans ce sens. Opposition, majorité et société civile ont la possibilité à chaque étape du processus de formuler des demandes de requêtes qui seront opérées sur le fichier électoral. Voilà, l'actualité a été également marquée cette semaine par encore du rififi au sein du secteur des transports. Une grève des transporteurs a été lancée, elle a été menée avec tous les désagréments qu'on connaît. Poste de péage de Zaktouli sur l'axe Ouagadougou-Bobo-Dioulasso. Il est 10 h ce mercredi matin. Les camions entrant et sortant de la capitale sont stationnés. Les membres de l'UCRB, Union des chauffeurs routiers du Burkina, mettent ainsi à exécution leur mot d'ordre de grève de 4 jours. Dans les minutes suivantes, les forces de défense et de sécurité sont là. S'ensuivent des échanges avec les manifestants. Ici, là, nous, on ne barre pas quelqu'un. On les a donné une instruction. Si un camion vient qui concerne notre grève, là, on les fait garer, ou si c'est des cars qui transportent les passagers là, s'il veut sortir là, il n'a qu'à faire demi-tour, aller patienter en attendant qu'on règle notre problème là, et on va continuer. Sur l'axe Ouagadougou-Waiguya, la mobilisation est la même. Les manifestants ne veulent rien laisser passer. Ces acteurs du monde des transports exigent leur intégration dans le processus de gestion du fret. D'aucuns diront que les chauffeurs, les transporteurs veulent s'accaparer de la gestion du fret. Non. Mais nous disons aussi que nous, en tant qu'acteurs du terrain, en tant que partenaires, que nous puissions vraiment, comment on appelle ça, participer à cette gestion-là. Le Conseil burkinabé des chargeurs ne pourra pas gérer tout seul le fret, ajoute-t-il. Et pour étayer son propos, il rappelle la suspension en 2018 des 2 organisations que sont l'OTRAF, Organisation des transporteurs du Faso, et l'UCRB. Quand nous avons fait notre grève et que entre l'OTRAF et puis l'UCRB, que nous avons été suspendus, je crois que 1 mois, 3 semaines par là, le CPC avait essayé d'assumer cette gestion-là. Mais demandez-leur comment c'était compliqué. Parce que nous estimons qu'on fait la part belle à ce pourquoi nous étions en train de lutter, c'est-à-dire, je vais parler des intermédiaires. Et ces intermédiaires que l'UCRB craint, ce sont les coxers. Pour cette organisation, ces coxers sont dissimulés sous le vocable de mandataires, comme mentionné
dans l'arrêté qui divise. Aujourd'hui, nous savons, nous qui sommes sur le terrain, nous savons que ce sont effectivement ces mandataires-là, de ces chargeurs-là aujourd'hui qui sont les coxeurs. D'aucuns auront un certain nombre de tonnages, mais qui ne vont jamais déclarer. Exactement. Ils vont juste déclarer juste une minorité au niveau du CBC et le reste, maintenant, ils vont pouvoir maintenant affréter des camions qu'ils vont charger, moyennant des commissions. Et c'est ça nous décrions. La gestion du fret était l'affaire du CBC jusqu'en 1996, date à laquelle la répartition des camions et des chauffeurs au niveau des ports est confiée à l'OTRAF. Avec les mésententes persistantes entre les acteurs des transports depuis 2015, récemment, l'État a décidé de reprendre la gestion en main. Et c'est cette décision qui fait des gorges chaudes en ce moment. Juste une question sur cette grève au sein des transporteurs. On ne va pas parler des causes de la grève, on va parler plutôt des conséquences. On se rend compte, et c'est devenu une remarque de plus en plus vue par les Burkinabés, chaque fois que dans le secteur des transports, il y a un grincement des dents, et il y a une petite grève, tout de suite, on remarque que le carburant commence à manquer. Aujourd'hui encore, tout le monde recherche du carburant. 2-3 jours de grève, et il y a toujours manque de carburant. On a l'impression que nos autorités ne tirent pas de leçons des situations passées ou qu'on ne fait pas de prévisions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut expliquer qu'à chaque fois que les transporteurs clignent du yeux, il n'y a plus de carburant dans la ville de Ouagadougou en tout cas? C'est quand même extraordinaire. Oui, c'est la preuve que c'est un secteur qui doit être pris très au sérieux. On navigue à vue au niveau du carburant, non, de l'énergie? Je ne crois pas. Je pense que ce sont des problèmes à l'intérieur du secteur qui réjaillissent lorsqu'il y a ces remous. Des remous, oui, mais il n'y a pas de réserve, il n'y a rien. Quand on fait 3 jours de grève, il n'y a plus de carburant du tout. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Même la question des réserves est liée encore au transport. C'est-à-dire que même si vous avez un stock qui est posé à Bingo, à Koudougou, je ne sais où, il faut encore le transporter. Mais c'est le transport justement qui est le nerf en fait, qui relie l'ensemble des dispositifs. Si ce secteur-là est touché, vous avez vu que même le transport des personnes est problématique aujourd'hui. Mais pour ce qui est du carburant, quand même, gouverner, c'est prévenir, c'est aussi anticiper. On n'anticipe jamais, on ne tire pas des leçons du passé. Les années dernières, les mêmes grèves ont provoqué les mêmes choses, manque de carburant. Cette année encore, manque de carburant. C'est quand même extraordinaire que chaque fois, les mêmes choses reviennent sans que nos autorités ne prennent les dispositions pour parer au plus pressé. Malheureusement, on ne peut qu'interpeller encore une fois. C'est surréaliste. Parce qu'il y a des responsables qui sont là. C'est-à-dire qu'en quelques semaines, les transporteurs peuvent bloquer toute l'économie du pays. Oui, tout sans à fait. qu'on est passé. Heureusement que ce sont des grèves qui ne durent pas beaucoup. Et on trouve toujours des solutions, même si ce n'est pas des solutions définitives. Mais attention, au jour où ça va aller au-delà d'une semaine. Voilà, c'est le moment pour nous de recevoir notre dernier invité, Madame Jacqueline Ouedraogo, c'est ça, Sawadogo, de la Coalition des associations de défense pour le droit au logement. Vous êtes là ce soir pour nous parler, ma foi, d'une marche que vous organisez. Une marche que les femmes de la coalition des associations de défense pour le droit au logement organisent. Pourquoi vous voulez marcher, vous les femmes, pour le logement? Oui, nous voulons marcher parce qu'il y a des problèmes en ce qui concerne donc l'accès au logement au Burkina Faso de façon générale et dans la ville de Ouagadougou en particulier. Oui. Pour l'accès des femmes au logement? Pour l'accès au droit au logement, pour tout le monde de façon générale. Mais nous pensons que les femmes également sont les plus touchées. Pourquoi les femmes sont les plus touchées? Vous avez quelques chiffres? Des chiffres, oui, parce que quand on prend la population du Burkina Faso, il y a plus de 53% de femmes. Et quand on prend donc cette proportion-là, on remarque que les femmes constituent une majorité. Alors, votre marche, c'est le 20 octobre prochain? Oui. C'est à partir de quelle heure? C'est le 20 octobre 2020, à la Bourse du Travail. Nous allons partir de la Bourse du Travail en direction de l'Assemblée nationale. La Bourse du Travail en direction de l'Assemblée nationale. Oui. Pourquoi l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale, parce que c'est là-bas que se votent les lois. Nous estimons que c'est le laboratoire des lois impopulaires. Donc nous allons y aller pour exiger donc à ces élus du peuple-là de tenir leurs promesses électorales qu'ils ont eu à faire quand ils ont voulu
que nous mettions donc notre bulletin dans l'urne pour qu'il se retrouve là-bas. Donc pour nous, il est extrêmement important que ces élus-là se penchent sur la question du droit au logement de façon générale au Burkina Faso. Concrètement, qu'est-ce que vous leur demandez? On a notre plateforme revendicative minimale. En premier point, il y a l'apurement du lourd contentieux lié au lotissement qui se sont passés depuis des années. Ensuite, nous, on exige un audit sérieux des opérations de lotissement passées. Encore, nous exigeons à ce qu'il y ait arrêt des actions des sociétés immobilières. Parce que quand on regarde, il y a une loi qui a suspendu les lotissements, alors que parallèlement, on donne l'opportunité ou bien on donne un espace à ces sociétés immobilières-là de s'accaparer des terres. S'ils s'accaparent des terres, où est-ce qu'on va trouver les terres pour les populations? Nous pensons qu'il faut que, si on dit qu'il n'y a pas de parcelles ou bien il y a un problème, pourquoi donner donc l'opportunité ou bien la largesse à certaines personnes de s'accaparer des terres pendant que les pauvres populations sont là? Je vois aussi qu'il y a le jugement et la condamnation. Vous réclamez le jugement et la condamnation des auteurs de fraude et de malversation sur le foncier. Bien sûr. La réduction du coût du loyer d'habitation selon le revenu par habitant. Les arrêts des tracasseries juridico-policières à l'égard des habitants et des quartiers des non-lotis. C'est ça. Et puis aussi, il y a la réduction du coût des matériaux de construction au profit de tous les Burkinabés. C'est quand même beaucoup de revendications. Et pour tout cela, vous sortez le 20 octobre à partir de 8 heures. De 8 heures. Nous pensons que cette plateforme minimale revendicative, ce n'est pas la mer à boire. Ce n'est pas la mer à boire pour les autorités. S'ils sont là pour le peuple, ils doivent se pencher diligemment sur les préoccupations du peuple. Est-ce que vous avez un appel à lancer à toutes ces femmes pour qu'elles puissent venir? Oui, nous lançons un appel à toute la population, particulièrement les femmes des zones non loties. Il y a Yamtenga, Nagrin, Tourouéogo, on a Dayango, Laglouéoguin, Naboudin, Nagrin. Nous appelons donc toutes les populations donc, de ces zones-là. Et de façon générale, nous vous invitons à venir. Mardi 20 octobre 2020, à partir de 8h à la Bourse du Travail, direction l'Assemblée nationale pour la marche des femmes. Les femmes demandent, Seka Koulibaly, qu'on puisse se pencher sur le cas des logements. Voilà, c'est ici. Merci, madame, d'être venue pour porter ce message que les autorités, nous croyons, l'ont entendu. Mais aussi, nous serons certainement le mardi avec vous pour faire notre travail, comme d'habitude, couvrir les événements importants. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. C'est ici que prend fin cette info. Nous aurions voulu parler de la Côte d'Ivoire, mais on aura sans doute le temps, parce qu'en Côte d'Ivoire, ça continue de chauffer de l'actualité nationale et internationale. Nous parlerons durant toute la semaine. Rendez-vous 13h, 19h30, les journaux, et puis le 7 info dimanche prochain. Merci de nous avoir suivis. Bonne fin de week-end, et puis bon début de semaine. Au revoir.